Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Donc on va pouvoir commencer. Ça va. Donc merci d'être venu ce soir pour, j'ai déjà oublié, je crois que c'est la 4e ou la 5e session de cette résidence autour de mode et censure. Donc où on va aborder la question sous un nouvel angle, à la fois historique, politique et culturel. Donc ce soir avec moi, je vais partir. Donc ce soir vous aurez devant vous Bruna Olderbaum, qui est actuellement en train de réaliser sa thèse, qui à mon avis doit être sur la fin, non ? Sur la moitié. Ça, c'est relatif pour les doctorants. Oui, c'est une question un peu difficile. Oui. Mais après, je me dis qu'une fois qu'on a commencé, on est toujours sur la fin. Presque. C'est ce que j'essaye de me dire tous les jours. Donc, Bruna, qui réalise sa thèse à l'Université d'Angers sous la direction de Christine Barr, intitulée « Une histoire transnationale du smoking féminin ». Bruna, tu as co-organisé notamment un colloque autour des itinéraires de la garçonne, donc à l'Université d'Angers, avec Christine Barr et Marine Chalroux, qui ne peuvent pas être là ce soir. Et du coup, en fait, cette conférence de ce soir, elle sera un peu l'occasion de réfléchir autour de cette figure de la garçonne, notamment autour de la presse et de la presse de mode qui a fait écho à cette garçonne qui procède à une forme de virilisation du costume féminin, et cette virilisation qui va s'accompagner également d'un nouveau mode de vie, de choix qui peuvent être considérés comme des choix féministes et qui en tout cas vont donner une forme de dynamique à une modernisation et une émancipation féminine. Donc Bruna, je te laisse la place et je m'écarte. Merci. Vous m'entendez bien? Oui. Donc merci également je vous remercie également d'être là ce soir. Merci déjà aux membres de Sartoria pour l'invitation. Tout particulièrement, merci à Marine qui ne peut pas être là ce soir. Je veux vous me présenter un peu plus. Donc, effectivement, je suis en 4e année, peut-être la fin, peut-être presque la fin de doctorat. Je travaille sur la mode. Au plus largement, je travaille sur les vêtements par le prisme de genre. Je suis surtout intéressée par les discours autour de l'apparence féminine et par le processus de travestissement, d'appropriation, adoption et adaptation des vêtements masculins par les femmes. Et donc pour ma recherche, je choisis de partir d'un objet précis, le smoking, pour faire cette analyse. C'était déjà le cas pour mon mémoire d'M2 et je prolonge ces sujets pour ma thèse en élargissant les bornes chronologiques et géographiques également. Donc, Marine et moi, on a démarré le parcours doctoral en même temps, on a la même directrice de thèse et on a aussi cette passion partagée par la période de l'entre-deux-guerres et par les garçonnes. On a organisé ce colloque en 2022 à l'occasion du centenaire de roman La Garçonne. Et les actes de cette colloque seront publiés très prochainement et on se réjouit. Donc, quand Marine m'a proposé de présenter à ces cycles de conférences autour de la censure et la mode, je me suis demandé comment aborder le sujet. Car je ne travaille pas sous les lois sanctuaires ou sur la mode dans les régimes totalitaires, comme vous avez vu avec d'autres intervenantes avant moi. Quand je parle ici de censure, on va garder ces termes déjà entre guillemets, et je parle d'une prohibition dans un sens plus large, plus subtil et aussi moins institutionnalisé. Il s'agit plutôt d'une condamnation morale face à des tentatives de renouveler l'idéal de fémininité et les normes de genre. Ce sont des stratégies de répression d'une masculinité féminine chez les garçonnes. Au moment où la condition féminine va être bousculée par la guerre et une nouvelle génération de femmes s'affranchissent, il fallait contrôler leur accès à des libertés jusque-là masculines, et ça passe aussi par la mode et par l'apparence. Donc il faut d'abord se situer un peu. Quand on parle des garçonnes, on parle de qui, on parle de quoi exactement. Ici on a les deux couvertures de volume 1 et 2 du roman La Garçonne, des illustrations qui datent de cette édition de 1939. Mais le livre a été publié en 1922. Donc, Victor Marguerite publie
ses romans La Garçonne, qui devient le best-seller absolu de l'entre-deux-guerres. Un bref résumé pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Donc, Marine L'Herbier, la protagoniste, jeune bourgeoise, découvre que son fiancé la trompe. Très déçue, elle les quitte, elle rompt les liens avec sa famille et choisit de vivre une vie de femme émancipée. Elle travaille, elle gagne son propre argent, elle a plusieurs relations sexuelles hors du cadre marital avec des hommes mais aussi avec des femmes. Elle se drogue, bref, elle vit une vie comme un homme. Dans les livres, les passages entre ces deux modes de vie vont être marqués par l'adoption d'une nouvelle coupe de cheveux courte, la coupe à la garçonne. Marguerite essaye de décrire en même temps qu'il construit cet archétype de la femme moderne des années folles. Alors, c'est une réalité, un rêve d'une génération de femmes, ou bien il s'agit-il d'un fantasme des conservateurs? Les termes alors popularisés par le roman, Garçonne nomme cet archétype de femme libérée qui on lit aux années folles. Cette femme libre qui porte des tenues plus ou moins androgynes. Ici, je vous ai apporté une illustration de Varda Wagner. Je crois qu'elle était publiée, si je ne me trompe pas, elle était publiée dans La Vie parisienne. Donc c'est la Vénus de 1925. Cette nouvelle Vénus qui coupe les cheveux et qui a cette nouvelle garde-robe issue de la garde-robe masculine. La presse de mode en utilise très rarement le terme garçonne. Marine Chelleroux le montre très bien dans l'article qu'elle a écrit pour notre publication. Très peu de femmes vont s'identifier comme garçonne. Le mot fait plutôt mauvais genre et il est aussi utilisé comme un euphémisme pour lesbienne. On utilise aujourd'hui garçonne pour parler de cette mode créée il y a un siècle qui mélange sagement le masculin et le féminin. Garçonne est devenu aussi un terme plus large pour désigner toute une génération de femmes qui ont marqué le début du XXe siècle. Donc ce soir, j'utilise le terme garçonne pour parler de ces personnages de mode, de l'idéal de beauté et d'élégance créé par la haute couture parisienne et répliqué par la presse. On ne va pas parler de ce que les femmes ont vraiment adopté dans leur garde-robe à cette période. On parle plutôt du discours autour des changements de l'apparence des femmes. Alors, le terme garçonne nomme aussi la coupe courte au carré, qui est popularisée par le roman et adoptée massivement pendant la décennie des années 20. C'est un premier changement très important de l'apparence féminine. La presse humoristique en parle beaucoup, il y a énormément de caricatures sur le sujet. Les coiffeurs sont contre au début, mais elle finit par s'imposer et se répand dans toutes les couches de la société. Avoir les cheveux au carré n'était pas de montrer une forme de masculinité, mais une appartenance à la modernité. La mode à la garçonne va jouer avec les codes liés au vestiaire masculin. La silhouette tubulaire marque les années 20. Le corps féminin doit être alors filiforme. Les courbes d'un corps qui rappellent la fertilité sont effacées par le déplacement de la taille. La mode construit une silhouette qui va s'éloigner du corps maternel, un corps pas tout à fait masculin, mais qui n'a pas encore étant sa puberté ni sa maturité sexuelle. On la transforme alors en garçon, garçonne. Elle est réduite à un état d'immaturité. En anglais, on a un peu près l'équivalent, même si il n'a pas toutes les mêmes connotations que les garçons, au mot tomboy. C'est le boy, c'est jamais le man, it's the boy. Les cheveux courts, qui étaient jusque-là traditionnellement en coiffure pour les très jeunes filles, créaient aussi un art d'une naïveté enfantine. Au masculin, certes, mais sans une vraie autorité. Une forme alors moins menaçante d'une masculinité. Il faut peut-être s'arrêter un moment sur la question de la masculinité. On a des photos de Violette Maurice, que je pense que c'est un personnage de cette période qui
exemplifie bien la masculinité et la peur, la crainte de cette masculinité féminine. Donc, j'utilise pour parler de masculinité le travail de Jack Alberstein pour parler de masculinité féminine. Selon Alberstein, la masculinité ne doit pas être réduite au corps masculin. Il remarque que nous avons souvent du mal à définir ce que c'est la masculinité. En tant que société, on la reconnaît assez facilement. Il affirme que la masculinité devient lisible en tant que telle là où et quand elle quitte le corps de l'homme blanc de la classe moyenne. C'est-à-dire, quand il quitte la masculinité hémogénique, elle apparaît comme quelque chose de naturel. Il faut préciser que quand on parle aussi de masculinité, il ne s'agit pas d'un bloc. La sociologue Raewyn Connell l'a bien montré que le système de masculinité fonctionne sur la subordination ou sur la domination de certains groupes sur d'autres. Des facteurs de sexualité, des classes et des races jouent un rôle important de cette hiérarchie. On peut parler de masculinité dans les termes que Butler utilise quand elle écrit sur le genre, où l'original était tout le temps une imitation. Pour Arcelban, les masculinités féminines sont présentées comme des fragments rejetés de la masculinité dominante, afin que cette masculinité masculine, qui vient des hommes, puisse apparaître comme la réalité. Et puisque dans la société occidentale, la masculinité est intrinsèquement liée au pouvoir et au privilège, les femmes ont beaucoup de mal à y accéder. La prohibition du masculin ou de la masculinité chez les femmes passe aussi par leur apparence. La mode, est un moyen esthétique d'expression d'idées, de désirs et de croyances qui circulent dans la société. Damien Delille affirme que la mode n'existe pas sans un contrôle moral, constamment renouvelé, qui la fait naître et évoluer. Elle est aussi un important marqueur de genre. Le vêtement a comme une de ses fonctions premières et plus importantes être l'affichage de la différence des sexes. Donc, le travestissement, c'est un tabou. On les trouve l'interdit de l'adoption d'une tenue conçue pour le genre opposé au sien déjà dans la Bible. Et je pense que l'exemple le plus représentatif de cette condamnation, on peut les trouver dans les parcours du Pantalon et de sa lente conquête par les femmes. Christine Barr a bien montré le contrôle qui est exercé depuis la Révolution, après la Révolution française. En 1800, l'ordonnance de police de Paris empêche par des moyens administratifs les travestissements, c'est-à-dire le port de pantalon. Et ici, on a une permission de travestissement parce que c'était quand même possible de se travestir, mais il fallait avoir un attestat médical pour dire que, pour des raisons de santé, il fallait porter quelque chose de plus commode, quelque chose pour se déplacer plus aisément, comme le pantalon. Donc, on a des personnalités qui ont très connues, qui ont demandé et obtenu cette permission de travestissement, comme Rosa Bonheur. Je pense que c'est la plus connue d'entre ces femmes qui s'est travestissaient au XIXe siècle. À la fin du XIXe, alors, on voit naître une nouvelle image de femme, la New Woman. Le mouvement féministe de la première vague soutient une simplification du costume féminin, certes, mais des féministes se soucient de garder leur féminité. L'accusation de vouloir changer l'homme est souvent utilisée pour discréditer leur engagement. Mais on revient un peu aux années 20. Dans le contexte de l'après-guerre, la mode s'est fait une place importante au sein de la discussion publique. L'adoption par des femmes des tenues d'origine masculine témoigne des changements de normes de genre. Le sommet de cette dite masculinisation est la création d'un smoking pour femmes. Et c'est pour ça que je le prends comme un exemple ce soir pour parler des limites imposées à une virilisation trop présente dans l'apparence des femmes. Les tailleurs étant déjà largement adoptés pour les promenades matinales,
des créateurs et créatrices de mode vont pousser un peu plus loin dans l'adaptation des pièces créées exclusivement pour l'habillement des hommes. Ils conçoivent alors un smoking au féminin. Et alors, le smoking n'est pas n'importe quelle pièce, parce que c'est un ensemble rempli de signes. Farid chez nous appelle le smoking l'ensemble fétiche de la modernité modern style. C'est un signe de classe, c'est un signe d'accès à un monde d'activités, de loisirs qui jouit la bourgeoisie. Simple et sobre, le smoking lie en fraternité cette classe d'hommes occidentaux fortunés. Il était créé en 1860 en Angleterre, où il est nommé dinner jacket. Il devient smoking en arrivant au continent. Aux États-Unis, on le nomme tuxedo, à partir du village situé dans l'État de New York, où la pièce était introduite dans les pays. Le smoking devient en quelque sorte un uniforme, surtout après la guerre, quand il est adopté massivement à la place de l'habit. Donc, quand la mode parisienne, la haute couture et des tailleurs proposent une version de l'ensemble pour femmes dans la saison de 1925-1926, il cause une incontestable controverse. On observe dans les discours autour de cette création des divers mécanismes pour minimiser et s'opposer à une pièce qui peut être trop virilisante pour les femmes. Des différentes méthodes et des différentes intensités vont être employées pour cette censure, pour cette interdiction. Et j'avais quand même pensé d'abord de vous présenter juste le discours de la presse des modes, mais je pense que c'est plus intéressant de faire plus large et de vous montrer comment des différents types de presse vont faire cette censure ou cette interdiction. Donc, on a la presse de mode qui va en quelque sorte nuancer cette masculinité chez les garçons. On a l'exemple de la presse humoristique qui va ridiculariser ces femmes qui décident de porter le smoking, ou plus largement des pièces venues de l'univers masculin. Et dans la presse généraliste, on va carrément s'attaquer à la masculinité déployée par les garçons. Les revues spécialisées et les rubriques de mode dans les quotidiens vont interdire les signes de virilité en s'appuyant justement sur la féminisation de cette pièce, la possibilité d'être charmante et attirante malgré le côté masculin du costume. Déjà, il faut dire, le smoking masculin, qui est conçu par des couturiers, couturières, va modérer le côté virilisant du vêtement. L'ensemble devient une pièce pour toutes circonstances. Différemment du smoking masculin, qui est porté exclusivement le soir et pour des occasions cérémonieuses, le smoking féminin gagne des versions pour toute la journée. On a des smokings de matin, on a des smokings d'après-midi et le smoking de soir. Donc, au fur et à mesure de la journée, la tenue, et je vais vous montrer avec quelques exemples, la tenue perd graduellement la ressemblance à la version masculine. Chaque créateur apporte dans cette vague, et c'est vraiment de mode, il y a plusieurs créateurs dans la saison qui vont proposer chacune sa version, sa déclinaison de smoking pour femmes. Et chaque créateur alors apporte sa touche. Ici, on a un exemple publié dans les modes de smoking Claridge, créé par Francis et Fernand, présenté à côté d'une robe et d'un manteau d'après-midi. Donc on comprend que l'ensemble sert au même usage. Vous voyez ici, il est assez simple, jupe droite, veste, gilet. On imagine qu'il est peut-être en noir et blanc, mais en tout cas, dans les couleurs, la jupe et la veste dans une couleur assez sombre et le gilet dans une couleur claire. Mais les 12 éléments fondamentaux du smoking masculin sont supprimés. On n'a plus le nœud papillon et on n'a plus le pantalon, le plus important.
Ici, on voit une version de smoking proposée par Anna. Anna qui se vante dans la presse d'être la première couturière à porter cette nouvelle mode, ce qui est pas tout à fait vrai, mais elle était un peu la précurseur de smoking féminin. Donc on voit ici dans l'illustration le modèle de soir qui s'appelle « Lui et moi ». Déjà une affirmation très claire d'une appartenance à un couple bien hétérosexuel. Lui et moi, nous portons tous les deux le smoking. Donc un pas vers l'égalité, pas tout à fait, parce qu'on voit ici bien dans l'image à quel point des modifications ont été faites pour que l'ensemble soit les plus distinctes possibles de son partenaire. Donc il ne s'agit pas d'être des jumeaux, il ne s'agit pas d'avoir une tenue, la même tenue pour un homme et pour une femme. Le smoking d'Anna n'est pas en noir et blanc, il est en lamé, rose et noir et doré, pardon. Alors, le cou est exposé, la jupe est plissée, les boutons jumelles diamants. L'illustration montre aussi la galanterie masculine. La femme a besoin d'aide pour mettre sa cape, son manteau. Donc, la presse spécialisée promeut des formes vestimentaires inspirées de l'univers masculin. Oui, pourtant, il faut apaiser une virilisation qui peut être trop flagrante. Les revues vont alors rassurer les lectrices qui désirent être à la mode. Marine Chalereau montre que les publications qui visent un public issu d'une classe aisée sont plus ouvertes à accepter des modes dites androgynes tout en respectant les normes de genre. C'est l'exemple de Argou et Beauté qui visait un public d'une classe très aisée, très riche. Et on peut lire, je veux lire pour vous parce que c'est très petit. Ils disent, tout en étant d'une sobriété très nette, cette forme de tailleur mondain est d'une élégance impeccable et s'harmonise parfaitement avec la mode sportive et les cheveux coupés, tout en restant excessivement féminin et gracieux. Certes, le non-smoking va évoquer le masculin, mais il ne dépasse pas les limites. Il les renégocie. La presse utilise souvent les termes comme on vient de les lire, donc féminin, gracieux, mais aussi élégant, chic, moderne. Les smokings féminins donnent une allure masculine, mais ils demeurent une tenue très genrée. À chaque sexe, son propre smoking. Et là, je vous apporter peut-être la version la plus féminisée, plus modifiée pour que ça soit féminin. Il y a différentes graduations pour le look très, très androgyne ou très masculin jusqu'à que smoking devient juste une nomination et on trouve très peu de traces d'un vrai smoking, à part peut-être la veste, la forme de la veste. Aussi, un exemple de Argou Beauté, on peut lire « Portés par des femmes chics ». Ils perdent leur petit caractère équivoque et sont très jolis à regarder. Ils sont, aussi jolis à regarder que les plus jolis décolletés. Donc, qui peut porter le smoking féminin? C'est aussi un enjeu de classe et un enjeu de sexualité. Ces smokings des couturières parisiennes n'est pas les mêmes portés par les femmes lesbiennes de les cabarets à Montmartre, par exemple. Le côté transgressif est présent, mais il est corrigé par les soutiens de la presse qui dictent les normes d'élégance. Ici, dans Eve, la publication Eve, on voit le smoking plus en détail de Amy Linker. Le mannequin tient une canne, il porte un chapeau qui cache ses cheveux. Mais une fois encore, la publication rassure que la création nommée comme smoking n'est en fait juste un tailleur comme les autres déjà adoptés par les femmes et qu'il n'a rien de masculin. Je ne sais pas si vous arrivez à lire le... Oui. C'est le même cas pour l'interview avec la créatrice Jenny. Là, on voit
la création, le smoking, la version de Jenny. Et elle a dit que le smoking n'est en fait que le tailleur centré d'il y a quelques années, pas une autre chose. Elle blâme surtout les clients en disant qu'il y a des femmes qui exagèrent en tout et que ce n'est pas eux, les couturiers, qui ont voulu ce qu'elle appelle de travestissement féminin. La presse de mode qui s'adresse à des lectrices d'une classe plus populaire et plus conservatrice et critique davantage le brouillage de genre provoqué par la mode à la garçonne. Donc c'est plutôt la mère de famille et pas la mondaine qui va être leur idéal. Donc Femina publie aussi sur le smoking féminin, toute la presse de mode va en parler, va montrer des exemples, va parler de comment cette tenue peut être virile mais féminine, il faut garder quelque chose de féminin. Ils vont beaucoup nuancer. Et Femina, par exemple, dit « Si vous choisissez votre tailleur carrément classique, c'est-à-dire jaquette et jupe droite, et si vous avez des cheveux coupés, vous agirez sagement en ne vous montrant jamais sans chapeau. Ces costumes prennent très vite un genre déplorable et manquent vraiment de féminité. Mais il est des accommodements avec la mode et on en a trouvé des charmants. » Donc pour la presse de mode qui doit soutenir l'industrie, ses créateurs et créatrices, il y a un enjeu là de liens commerciaux quand même qui lie la presse de mode avec l'industrie de la mode, la haute couture. La masculinité féminine est réduite à une fantaisie. Un travestissement, pas dans le sens de travestissement de porter quelque chose de notre genre, mais un travestissement comme on se travestisse pour aller au carnaval, par exemple, comme un costume de fête. Quelque chose qui peut apporter un peu de nouveauté par la mode, mais qu'il faut quand même se méfier. Leur rôle est de tempérer le caractère ambigu. Il faut le transformer dans un nouvel idéal de féminité lié à la modernité et pas à la virilisation. On interdit la masculinité féminine en la niant. Là, on passe à la presse satirique. Et je vous avoue que c'est mes préférés, parce que j'adore les caricatures, je les trouve exceptionnelles. Et ici, on a 3 exemples qu'on va parler. Mais il faut bien dire que les caricatures de la presse satirique sont conçues presque exclusivement par des hommes. Donc c'est leur vision de la femme, leur vision de ce qui se passe dans la condition féminine et de l'apparence féminine à ce moment-là. Donc Gerda Wegner, que je vous ai montré, la première image de la Vénus, est une des rares exceptions des femmes qui vont faire ce type d'illustration pour la presse grivoise. Donc des titres comme Fantasio, Les sourires, le rire, la vie parisienne vont témoigner à travers ces illustrations des changements de l'apparence des femmes après la guerre. J'ai fait, au moment du colloque sur la garçonne, j'ai fait une intervention sur le sujet où j'ai analysé 177 caricatures entre 1922 et 1929, tous sur cet fantasme de la masculinisation de la garçonne, attitude et apparence mélangées. Donc cette presse légère, grivoise, se popularise au début du XXe siècle à partir du succès de Frou-Frou. Ces titres vont jouer un rôle important dans le façonnage de l'opinion publique. La nouvelle apparence et de nouvelles attitudes de femmes vont être un des principaux sujets, comme on va voir ici. La masculinisation de l'allure des femmes inquiète. Pour soulager le lectorat, il faut les faire rire. La presse humoristique va s'amuser et aussi se moquer un peu de femmes. Le ton exagéré, caractéristique de ces caricatures, est utilisé pour montrer à quel point c'est absurde et même risible cette appropriation des codes masculins. Donc ici, on voit 3 caricatures où les femmes présentent une forme de masculinité
soit par leur choix de vêtements, soit par leur comportement. Donc on a en 1927, je vois rien, le nouveau sexe fort, où la garçonne dévisage l'homme qui s'est fait tout petit, s'est fait tout fragile, et elle dit à son ami, il est pas mal, c'est petit. Au milieu, on a le ménage moderne, où l'homme s'est fait coquet et la femme est une femme d'affaires. Donc on a cette femme en pyjama qui parle de business au téléphone et lit son journal pour savoir comment ça va le marché, peut-être. Et il faut remarquer aussi le monocle, qui à cette époque-là est aussi un signe de lesbianisme entre les femmes. Voilà. Et troisième, c'est 1925. C'est un couple qui s'habille quasiment pareil. Avec le chapeau, ils fument tous les deux. Bien sûr, il y a la petite grande différence qui est le pantalon. Mais ils se baladent tous les deux et leur enfant derrière qui dit de papa quand j'aimerais tellement avoir une maman. Donc, cette brouillage de genre, elle est là. Mais il faut remarquer que dans ces trois dessins, on voit une masculinité féminine, mais qui n'est pas liée à l'homosexualité. La masculinité féminine qui est souvent liée au lesbianisme et une présentation qu'on appelle aujourd'hui de butch. Mais dans ces trois caricatures, c'est justement le rapport à leur partenaire et dans les versions de rôle de la masculinité, que la masculinité des femmes s'est fait présente. Elles sont tous en scène avec un homme qui est censé être leur mari, leur copain. Une masculinité, certes, mais une masculinité dans les limites du cadre hétérosexuel. Donc les caricatures, à ce moment-là, mettent à jour les fantasmes des années folles, finalement, bien plus que l'évolution des mœurs. Emmanuel Retailleau parle aussi de cette émancipation en trompe-l'œil, c'est une expression que j'aime beaucoup parce qu'on a souvent cette idée des femmes des années, les garçons des années folles comme étant des femmes très libres, très libérées, et en regardant l'évolution de leur apparence, on pourrait peut-être dire ça, mais cette émancipation dans la vie quotidienne et dans les cadres juridiques, c'est pas tout à fait juste. Pourtant, la mode de la garçonne aux vêtements androgynes est vue comme un langage visuel de la libération féminine et pour ça acquiert un sens politique. Mais plutôt que de porter un regard virulent, critique sur ces femmes et sur cette virilisation, les caricaturistes s'amusent de nouvelles attitudes des femmes. Elles sont moquées, mais elles sont aussi représentées comme des êtres séduisants. La garçonne reste attirante aux yeux des hommes qui s'habituent au nouveau canon de beauté des années 20. Selon Emmanuel Retailleau, de nouveau, la révolution du look n'a donc pas anéanti le droit de cuissage virtuel. La femme ne perd pas son potentiel érotique malgré son échange de plumage. En revenant sur l'exemple du smoking pour femmes, le sourire va imaginer alors en 1926, au même moment de cette mode, de cette vague de smoking proposée par la mode, il imagine le tailleur et qui vont avoir cette nouvelle clientèle, cette clientèle de mode qui s'adresse aux tailleurs va s'élargir. Donc, on voit les deux garçons en smoking masculin avec le pantalon et le tailleur qui prend du plaisir à habiller ses corps féminins, ses corps charmants. On peut, je ne sais pas si vous arrivez à lire, ça dit avec la mode au smoking féminin, le métier de tailleur devient agréable. Elle reste femme dans sa nature,
en dépit de ses habits virils. Sa masculinité alors extérieure à soi, quelque chose qu'on peut simuler par l'adoption de ces vêtements et qu'on peut aussi se débarrasser par la suite. La garçonne devient un personnage souvent amusant et donc finalement plutôt inoffensive pour l'ordre établi du genre et de la famille. La tactique de censurer la masculinité chez les garçons dans la presse satirique est finalement de discréditer leur virilité comme quelque chose d'authentique. Je bois un tout petit peu d'eau parce que... Alors, si dans la presse de mode, on va nuancer, on va dire que oui, on peut emprunter des pièces masculines, mais on va avoir un air quand même féminin, on va essayer de mettre d'autres couleurs, des broderies, de coupes différentes, des fleurs. Si la presse humoristique va s'amuser, va trouver drôle, mais va trouver plutôt vraiment pas quelque chose de menaçant, la presse généraliste va avoir des opinions assez dures, quoi. C'est vraiment dans les quotidiens qu'on va voir des critiques qui sont assez virulentes sur le sujet. Donc, Mary Louise Roberts le montre bien dans Civilization Without Sexes, donc Civilisation sans sexe, à quel point l'anxiété sociale concernant les effets perçus de la guerre, sous les relations de genre va prendre beaucoup d'ampleur dans cette presse quotidienne. Il y a un discours antiféministe important qui s'y propage. Pardon. Le français, c'est pas ma langue maternelle. Vous m'excusez des mauvaises prononciations de temps en temps. Donc, ce qu'on dirait aujourd'hui un backlash, à partir de l'idée que les femmes ont profité de la guerre pour s'émanciper et se sont ainsi virilisées. Les hommes qui reviennent du front, ceux qui reviennent, parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans cette grande guerre, ils reviennent mutilés, ils reviennent traumatisés et ils vont devoir renégocier leur place dans la société. La confusion des sexes devient une obsession discursive et la mode androgyne va renforcer ces discours. Donc ici, on a un petit extrait de La Petite Gironde où le Paul Valéry, un poète Paul Valéry, va dire, et je vais vous lire parce que c'est très petit, juste un petit extrait, je ne lis pas tout, il dit « Un des mots les plus grands de notre époque est ce que j'appellerais la masculinité des femmes. Elles veulent se conformer aux hommes, devenir uniformes, et elles perdent ainsi leur féminité. » Donc, dès la création, le smoking féminin constitue un sujet de débat dans les quotidiens. Dans un va-et-vient enflammé, les textes publiés dans les journaux populaires adoptent des positions opposées, mais ils demeurent pour la plupart d'entre eux hostiles à cette nouvelle mode. Et il faut bien le dire que la plupart des discours et des critiques sous le smoking féminin sont publiés dans la presse dès la première femme qui va porter un smoking dans l'espace public et aussi les premiers couturiers qui vont proposer. Il n'y a pas eu encore toutes ces adaptations, toutes ces modifications pour quelque chose d'un look un peu plus féminin. Donc à partir du moment où vous voyez bien que la vague c'est en 1925-26, donc la plupart des publications de mode que je vous montre datent de 1926-1925. Dès qu'il y a le premier smoking féminin, ça va produire une panique autour du potentiel de cet ensemble. En plus de susciter des critiques générées par la crainte d'une uniformisation de l'apparence féminine qui est susceptible de mettre en péril l'industrie de la mode parisienne, ce qui est une autre critique que la presse fait, les commentateurs de la presse font sous le smoking féminin, c'est-à-dire maintenant si les femmes vont adopter
en smoking féminin, bah, ça veut dire qu'il n'y aura plus de robes de soirée à faire. Donc, comment les couturiers et couturières vont avoir leur maison et vont avoir la clientèle si il suffit d'avoir un smoking pour être d'accord et pour être élégant pour toutes les soirées, comme c'est le cas des hommes. Le smoking féminin est aussi à l'origine de la peur de l'inversion de genre et d'une déviance par rapport à les normes d'identité sexuelle. Le smoking incarne cette transgression, cet voyage entre le masculin et le féminin. La presse va alors mobiliser des personnalités publiques pour s'exprimer sur cette masculinisation. Selon un autre écrivain, Andrea Billy, il affirme que les femmes en smoking sont l'emblème de la garçonnisation, enfant accompli, d'une aggravation naturelle, fatale, d'une tendance déjà existante. Donc, après les cheveux courts, après les pyjamas, après les tailleurs d'après-midi, là, c'est le max de ce qu'on peut imaginer de la garçonnisation des femmes, c'est le fait de porter le smoking, parce que quand même la mode androgyne des années 20, on voit très bien qu'il y a une acceptation d'une certaine allure masculine dans la journée, mais dès qu'on arrive le soir, c'est des robes très brodées, décolletées, c'est quelque chose, là, les genres sont quand même assez marqués en soir. Donc, cette possibilité de quelque chose de plus masculin les soirs, c'est quand même assez inquiétant pour les commentateurs et pour les antiféministes. Un autre écrivain, André Fourquier, parle aussi de cette peur de cette virilisation. Donc il dit « La femme doit rester femme ». Qu'on virilise un peu, qu'on la virilise un peu quand il s'agit de la faire de sport, parfait. Mais le soir, je vous en prie, ne lui ôtons rien de ses atures. Si après s'être coupé les cheveux, les femmes se mettent à porter le smoking, il ne lui restera plus qu'à changer le sexe. Donc le fantasme de l'inversion, de cette peur de l'indifférenciation des sexes, hante les hommes à ce moment-là. On a aussi l'idée d'un troisième sexe qui est très en vogue à ce moment. À Berlin, on a le docteur Magnus Hirschfeld qui reprend cette idée de troisième sexe dans son institut de sexologie, institut qui était par la suite complètement détruit dès l'arrivée des nazis au pouvoir. Cette théorie de troisième sexe, elle était déjà formulée par Karl Heinrich Ulrich, où masculinité et féminité et sexe biologique n'ont pas une corrélation. Donc, si les femmes décident de changer l'homme et c'est masculinisé, ça sera la fin de la complémentarité de genre, la dissolution du désir hétérosexuel et donc la disparition de l'espèce humaine. C'est si grave que ça. Je pensais que j'allais réussir à vous lire ici, mais... Juste un petit... Alors, ça dit... Mais cette concession vestimentaire à la mode masculine marquera une nouvelle abdication des femmes. Elles ne veulent plus, décidément, être de leur sexe, ni par la ligne, ni par le costume, ni par les manières, ni même par le langage. On croit qu'elles sont humiliées de ne pas être hommes et qu'elles rêvent d'être appelées monsieur par qui ne connaît pas leur prénom. Aussi, je veux vous lire assez rapidement et je ne veux pas dépasser mon temps. Donc, encore un homme, bien sûr, qui va commenter sur le smoking féminin, quelqu'un qui n'est pas du tout un critique de mode, juste un critique de cette masculinité chez les femmes.
il dit « Les femmes, paraît-il, vont se mettre à porter le smoking. Elles s'en iront dans les soirées vêtues d'un complet soir avec une chemise impensée, des manchettes et avec cravate. On ne distinguera bientôt plus les sexes puisque tout le monde portera la même tenue. Cheveux courts et cosmétiques, plastron blanc. Il ne manquera plus à nos compagnes de fumer de la pipe et mastiquer le chewing-gum dans les réunions mondaines. » Donc, on a cette panique d'un monde à l'envers, d'un monde qui va arriver à la fin parce que la femme, elle est très, très occupée à faire l'homme, à s'émanciper, à sortir pour boire, à porter des vêtements masculins, donc elle veut plus être femme. Et qu'est-ce que ça veut dire être femme? C'est être mère, c'est porter un enfant. Et ça, c'est la préoccupation première de Clément Voltaire, qui était journaliste, romancière et un auteur, un antiféministe très, très connu, qui publie un livre qui s'appelle Madame ne veut pas d'enfant. Donc on voit bien sa ligne éditoriale, sa petite obsession. Et il dit ici, sous le smoking féminin, cette recherche d'une silhouette garçonnière est évidemment peu compatible avec un grand zèle pour la repopulation. La femme en smoking est peut-être une poule, mais il est à peu près certain qu'elle n'est pas une poule pondeuse. Son smoking est un symbole, un programme, une déclaration de principe. Quand on fait l'homme, on se soucie peu de faire des enfants. Donc la masculinité qui est apportée par le smoking aux femmes serait aussi un rejet de la maternité. Pendant la guerre, on a 3% de la population qui est décédée et les familles nombreuses sont de plus en plus rares. Les républicains, les catholiques et même les féministes modérés partagent leur inquiétude sur une dépopulation qui est confirmée par les études démographiques. L'État intervient à travers la loi du 31 juillet de 1920 qui punit l'avortement et interdit la vente des moyens contraceptifs ainsi que la propagande néomathusienne. La tenue masculinisante éloigne les femmes de l'image de l'éternel féminin et de leur mission sociale. L'anxiété à propos de la baisse de population trouve dans l'émancipation féminine et dans leur masculinité son champ de bataille. Il faut renvoyer les femmes au foyer et les enfermer dans le rôle qui leur sont traditionnellement attribués. Leur devoir en tant que femmes consiste à engendrer des enfants pour la patrie, des futurs soldats et des futures mères de soldats, afin de garantir la prospérité de la nation. Donc les commentateurs dans la presse, et je pourrais vous montrer encore, si on avait 5 heures de conférence, je pourrais encore vous montrer des exemples, parce que la presse dans l'entre-deux-guerres, ces changements de l'apparence féminine vont vraiment prendre une ampleur dans une presse généraliste qui est assez déroutant à quel point ils sont critiques, à quel point ils condamnent tout ce qui peut paraître quelque chose de masculin ou viril chez la mode féminine et l'apparence féminine. Pas qu'il y ait dans l'apparence, dans les attitudes aussi, mais ça passe beaucoup par la mode. Donc les commentateurs s'expriment sans gêne dans la presse quotidienne sur le smoking ou plus largement sur la masculinité chez les garçons. Donc pour conclure, parce que cette création de mode démontre le caractère performatif de genre et de la masculinité, elle fait peur et elle doit être réprimée. Merci. Je ne vais pas dépasser mon temps. Hein.
Ah, voilà. Merci Bruna pour ta présentation. Du coup, maintenant, c'est le moment d'ouvrir le bal et d'ouvrir la salle aux questions. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'il faut que je me lance pour donner l'élan? Ah, super. Merci Bruna. Une petite question, tu parles beaucoup, enfin tous les exemples sont plutôt des textes écrits par des hommes. Est-ce que tu as trouvé des textes écrits par des femmes à cette époque qui commentent les smokings féminins ou cette masculinisation? Qu'est-ce qu'elles vous auraient à dire? Oui, il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout la presse de mode qui va avoir des journalistes ou des écrivaines qui, au moins, on sait qu'il y a beaucoup de pseudonymes dans la presse à ces moments-là, donc au moins c'est signé au féminin. Mais il y a une que je trouve assez intéressante, c'était une chronique de mode, mais dans un quotidien. Et elle disait qu'il ne fallait pas s'affoler, que c'était un peu ridicule cette panique des hommes par rapport au smoking et que finalement ça allait devenir quelque chose de... Ça allait être finalement tellement décliné que ça ne sera pas le smoking comme on imagine. Il y aura la robe smoking, le smoking en blanc, le smoking en vert. Donc il a cette question de se dire il ne faut pas s'affoler. Vous connaissez rien de la mode. La mode, c'est pas ça. La mode va, et finalement c'est ce qui est le cas, la mode va décliner, va faire d'autres types de propositions, va féminiser, et finalement ça devient une pièce de plus dans la garde-robe féminine. Il n'y a pas cette idée de rénonciation ou de remplacer tous les robes de soirée par un smoking. Donc elle dit vous êtes bête, quoi, vous avez rien compris. C'est juste quelque chose de nouveauté, quelque chose de plus que la mode propose. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur la sociologie des garçons. Il y a un moment où tu disais qu'on pouvait à la fois mettre un smoking dans le bois de Boulogne et à Montmartre. Est-ce que c'est un phénomène qui reste cantonné à Paris et à une population assez aisée, qu'elle soit dans cette espèce de bohème artistique du Montmartre des années 20? Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on trouve en dehors de Paris? Et aussi, tu mentionnais Magnus Hirschfeld. Est-ce que la mode des garçons a survécu après 1940, ou est-ce qu'il y a eu un rappel à l'ordre vestimentaire à partir de Vichy? Alors, première question. Oui, ça se répand, mais ça se répand quand même dans les capitales. Parce qu'il faut avoir un capital quand même importante pour avoir l'occasion de porter un smoking, parce que comme je dis, le smoking est une tenue de cérémonie, c'est une tenue qui... il faut avoir l'argent et les invitations pour aller à l'opéra, pour aller dans de grands dîners, pour aller dans des occasions où un port de smoking est accepté ou est souhaité. Après, la mode de smoking, cette mode de 1926-1925, je l'ai trouvée au Brésil, par exemple. Il y a bien sûr aux États-Unis, il y en a en Allemagne, parce que tout ce qui est la mode conçue à Paris, toute la mode parisienne va être exportée, et un produit culturel d'exportation. Donc, on va voir au moins la mode qui est répliquée par des couturiers à l'étranger, mais ça reste quelque chose. Le port, vraiment, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup d'informations si ça répond vraiment, si ça devient une mode. J'ai, dans ma recherche, trouvé dans des répétitions générales ou un peu
la bourgeoisie, ou le milieu artistique, ou le milieu interlope, là on les trouve, mais est-ce que ça devient quelque chose comme la coupe de cheveux courte et qui se répand complètement dans toutes les couches et que ça va... Christine Barr, ma directrice, elle écrit dans son livre La Garçonne, sa grand-mère qui vivait dans le... Je me souviens plus où, mais dans la Provence, vraiment dans le milieu presque rural. En 1926, elle décide de se faire couper les cheveux parce qu'elle veut être moderne, elle veut avoir la même apparence qu'elle voit dans les revues de mode. Donc, il y a quand même quelque chose de cette tenue qui est lié toujours à une classe aisée, mais la virilisation va être plus ou moins propagée, disons, au-delà de Paris et de ces milieux interlopes, ces milieux de... Et votre question sur les années 40, alors, là, on va voir une style garçonne vraiment chez les lesbiennes, parce que l'idéal de féminité a changé, parce qu'on a, depuis 1947, cette silhouette New Look Dior, et que l'idéal de féminité, ça devient quelque chose différemment de après la Première Guerre, on voit cette androgynie qui devient la mode. Après la guerre après 45, c'est tout au contraire. Il faut revenir à l'ordre, il faut une look bien masculin, un look bien féminin, et on garde quand même ces looks qui est un peu plus androgyne, mais vraiment liés à des femmes, de lesbiennes masculines, de butch, et ces looks, on peut dire, c'est un look garçon, existe toujours dans ce contexte. Mais c'est après les années 60-70 qu'on va voir d'une autre façon, mais on va voir aussi une idée d'androgénie aussi dans la mode, beaucoup apportée aussi par le Peacock Revolution et la partie des hommes qui va aussi faire un pas vers quelque chose de plus féminin, et on va voir ces silhouettes qui vont être plus proches. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'avais deux questions un peu précises, je suis désolée. Vous avez dit que ce qui était recommandé, enfin vous montriez un article qui recommandait pour le port du smoking de toujours rester en chapeau. Est-ce que du coup il faut minimiser l'aspect garçon avec des chapeaux, on va dire comme des chapeaux Belle Époque, ou est-ce que par exemple le chapeau cloche est vu comme, même s'il dissimule encore plus la chevelure, hein, et à ce moment-là il est à la mode, est-ce que justement c'est vu comme quelque chose d'acceptable? Et sur la dimension transnationale, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que le smoking féminin il est érigé comme un produit de la mode parisienne, ou est-ce que justement je ne sais pas si vous avez vu des créations similaires par exemple à Londres, hein, ou dans d'autres capitales de la mode en fait au même moment, voilà. Bon, je commence par la deuxième. Oui, mais à ce moment-là, c'est très clair que c'est une mode qui vient de Paris, même si on sait que c'est pas vrai, parce que dans les années 20, on a déjà, qui n'est pas apporté par la mode, mais apporté par des codes vestimentaires lesbiennes. Donc on a déjà dans les cabarets, à Berlin par exemple, dans des années 20, des femmes qui vont porter le smoking. Mais à partir du moment où il y a cette création, entre guillemets, parce que la mode c'est pas vraiment une création, c'est une réconfiguration, et on va la nommer différemment, on va avoir en Angleterre par exemple le smoking féminin, mais à ce moment-là la mode c'est quand même vraiment c'est la mode parisienne qui va dicter. Après par exemple en Angleterre, je pense quand vous parlez d'Angleterre, je pense à Radcliffe Hall, par exemple, qui était une lesbienne qui a publié en 1928 Les Puits de Solitude, qui est devenu un peu le roman emblématique, parce que c'est la première fois que c'est parle ouvertement de lesbianisme, qui va être censuré. Et l'image de Radcliffe Hall qui s'habillait d'une façon plus androgyne, j'ai pas une image ici, mais elle-même elle a porté un smoking à ces moments-là.
il y a un basculement où le roman va être publié et son image va être publiée dans la presse, cette apparence très masculine va être liée au lesbianisme. Donc avant, elle était considérée comme une personne juste qui était moderne, qui était à la mode. À partir du moment où il y a un affichage de son apparence, son image, on va parler que toutes les femmes qui portent le smoking sont des lesbiennes. Et du coup, c'est aussi une des... Bien sûr, c'est pas la seule raison, mais l'image d'un look un peu masculinisant va plus être à la mode, va se dissiper. Dans les années 30, on a déjà un autre type de silhouette, un autre type de coiffure. C'était quoi la première question déjà? Pardon, j'ai oublié. Les deux questions, c'est toujours... Ah! Ça dépend du chapeau. C'est juste qu'il y a des modèles et des modèles de chapeau. Il y a le chapeau cloche, il fait pas de tout masculin. C'est juste que il fallait pas se montrer sans chapeau. C'est ça le... Parce que du coup, on voit que le cheveu, ça fait quelque chose d'un cheveu très court et il faut peut-être... le chapeau, c'est... à leur avis, c'est un peu la façon de nuancer aussi cette masculinité. Non, rien. Merci beaucoup. Alors j'ai également deux questions. La première, c'est finalement, est-ce qu'on sait d'un point de vue presque statistique quelle était réellement la part des femmes qui portaient le smoking à cette époque? Et deuxièmement, quelle serait vraiment la différence entre le smoking porté par les femmes hétérosexuelles et le smoking porté par les lesbiennes? Alors, une statistique, c'est quasiment impossible de vous dire. J'ai des exemples de personnalités publiques que du coup on a gardé l'image, on a un peu des traces, on a aussi des notes de presse qui disent qu'ils ont vu sur la Côte d'Azur, à l'Opéra, on peut savoir un peu. Ce qu'on sait, c'est que entre 25 et 26, on a quasiment toute la haute couture et tous les tailleurs les plus prestigieux qui vont proposer une pièce et que l'année suivante, la presse spécialisée dit que c'était quand même un échec. Parce que cette mode, ils disent que la mode, finalement, elle n'était pas très adoptée. Parce que peut-être son côté, peut-être cette critique de la presse généraliste ou de l'humoristique a joué quand même un rôle qui a fait que les femmes ont eu peur d'oser dans ces looks, même si on voit qu'il y a des versions qui sont beaucoup plus féminines que juste un tailleur de soir. C'est pas quelque chose de très viril, mais en tout cas, malheureusement, je n'ai pas cette information, j'aimerais trop pour ma thèse et pour ma curiosité aussi, mais je peux dire que la presse dit que c'était un échec, la mode était un échec, donc ça n'était pas très très adopté finalement. La différence entre le smoking des femmes hétérosexuelles et des femmes lesbiennes. Déjà, il y a les femmes lesbiennes masculines qui s'habillent d'une façon un peu plus butch. Elles essayent de garder le max des traces de cette pièce originale. Donc, on va voir ça dans les années 30, par exemple, dans les photos de Brassailles au monocle. On a des femmes qui sont en smoking et on voit que les éléments sont presque tous là. On a la chemise à plastron, on a le nœud papillon, on a la veste. La seule différence, c'est le pantalon. Parce que le pantalon, même dans les cabarets féminins, dans des endroits où la masculinité féminine est quand même acceptée, même célébrée, le limite du pantalon s'impose. Parce que porter le pantalon ne sera pas avoir un look masculin, viril, ce sera carrément se travestir. Et là, elle disait, donc, si elles sont lesbiennes et pas des hommes, elles gardent quand même la jupe. Et
le smoking hétérosexuel, ça devient, il y en a des tonnes et des tonnes et des versions et des versions et des versions. Voilà. Je pense que ça va être assez redondant. Vous parliez, oui, du smoking féminin, mais du coup, effectivement, ça reste un smoking qui est différent de celui des hommes. Et j'imagine du coup que le smoking pantalon était porté exclusivement par les lesbiennes très masculines, les butch, dans les cabarets, des choses comme ça. Même pas, elles portent pas avec des pantalons, jamais, jamais, jamais de pantalon. Ah ouais. Le pantalon va commencer, d'après mes recherches, les pantalons vont commencer à être portés dans les cabarets féminins à peu près dans les années 50. Ah ouais, pas avant, d'accord. Pas avant. Avant, tout ce que j'ai comme source, c'est qu'elle porte quand même, et il y a tout un look qui est très masculin. Donc on a les cheveux qui est gominé, donc on n'a pas la coupe carrée ou avec des bouclettes. C'est vraiment, il n'y a pas de bijoux. Il a la chevalière qui est un signe lesbien aussi. On a tous les attributs. La plupart du temps, il n'y a pas de talons non plus. Il a les chaussures plats, mais jupe, toujours jupe. Parce que oui, il est assez interdit. En même temps, dans les années 20, dans les années 30, le pantalon est porté par des femmes, mais dans circonstances très précises. Il y a des pantalons en peau de plage. Dès que les femmes vont à Deauville, il y a ces pantalons qui sont un pantalon large. Que dès que les femmes ont les jambes fermées, on dirait que c'est plutôt une jupe qu'un pantalon. Pour des activités sportives. Mais en ville, et surtout le soir, c'est vraiment le moment le plus marquant de binarité de genre. Donc, est-ce qu'elles avaient peur de se faire arrêter? Est-ce que par la police? Parce que, bon, l'ordonnance de police est toujours valable, même si je pense qu'elle n'était pas très appliquée au début du XXe siècle. Ou juste parce que porter un pantalon, ça serait s'habiller un homme. Et elles étaient des femmes lesbiennes. Donc, il y a même peut-être qu'elles souhaitaient, même il y a quand même cette franc morale qui les empêche de porter un smoking complet. Donc, le smoking, c'est ça qui est intéressant, le smoking, il va être toujours genré. On essaie de faire quelque chose, et ça, c'est un peu le fantasme des antiféministes, que ce sera une pièce unisexe, une pièce non genrée, mais il demeure un vêtement genré, même pour les lesbiennes. Et d'ailleurs, est-ce que au sein des groupes lesbiens, enfin, en fait, quand vous avez parlé quand tu parles de l'esthétique butch, ça me fait penser aussi aux critiques, enfin, plutôt au moment de la deuxième vague de féminisme, où du coup, il y a des critiques au sein des mouvements lesbiens qui vont considérer que justement toute cette dynamique butch femme est un peu, est pas quelque chose qui va être favorable à la cause, étant donné qu'en fait, on reproduit des schémas. Et tout comme dans la première vague de féminisme, il y a aussi cette critique du bloomer costume, du pantalon qui serait un peu ridiculisé, même au sein du mouvement féministe. Du coup, je voulais savoir, est-ce qu'un peu cette esthétique garçonne au sein des mouvements lesbiens de l'époque était aussi une pomme de discorde au sein du mouvement? Est-ce qu'il y avait aussi des critiques au sein des groupes lesbiens de ce choix vestimentaire, comme on va l'avoir un peu oui. ça. Dans l'entre-deux-guerres, je n'ai pas trouvé ça. Je trouvais une esthétique très marquée, très butch, très femme. Mais je ne vois pas les critiques sous le look garçon, sous le look masculin, ça vient plutôt des féministes. Et en fait, ça c'est le cas quand on parle de la deuxième vague, c'est parce que les lesbiennes vont être en quelque sorte divisées dans un groupe où il y a les lesbiennes politisées, entre guillemets, mais les lesbiennes féministes qui vont comprendre dans cet archétype de la butch quelque chose qui veut changer l'homme, donc une critique très semblable aux antiféministes finalement, et elles disent que si on veut être féministe, il ne faut pas vouloir ressembler à l'ennemi.
Donc on a dans les années 60, dans les années 70 et même après, il y a cette division d'une tenue, d'une apparence des lesbiennes d'un côté qui vont viser plutôt en look neutre, donc les jeans, les t-shirts, quelque chose de plutôt pratique mais neutre, pas forcément très masculin. Mais de l'autre côté, on a toujours les lesbiennes et qu'on ne peut pas généraliser, mais souvent c'est des lesbiennes de classe plus populaire qui ne sont pas forcément engagées politiquement, qui vont continuer à avoir cette schéma femme butch. Et heureusement que je pense que là, on s'est réconcilié avec ces termes. Et je vois beaucoup de femmes qui s'y disent butch, pas comme quelque chose de moche ou quelque chose qui doit être réprimé, mais quelque chose qu'on peut porter avec un peu de fierté. Mais dans les années 20, je n'ai pas vu de critique de ce look. D'autres questions? Les mystères sont complètement élucidés. Ok. Ah, j'espère pas. Bah, J'aime bien garder un peu de mystère, mais merci pour vos questions. Merci beaucoup, Bruna. Merci à nouveau. Et du coup, on va vous retrouver le 8 avril pour une autre conférence, cette fois sur les femmes, donc où il n'y a pas de pantalon et, enfin, bref, c'est un autre problème de censure. Voilà.